sous la très haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 8 septembre 2025 à 10 h au Palais de la Présidence de la République. À l'entame des travaux, le Conseil des ministres a rendu un vibrant hommage et salué le dynamisme du président pour la célébration des 100 premiers jours de son mandat, celle de la Fête nationale de l'indépendance et de la Fête de la libération qui ont marqué la clôture d'un premier cycle, posé les bases de la Ve République et insufflé un nouvel élan à notre nation. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a noté que le Gabon entre désormais dans un second cycle, tout aussi déterminant pour l'avenir du pays. Ce cycle sera articulé autour de 4 chantiers majeurs. La mise en place de la première législature de la Ve République, étape fondatrice pour la consolidation de nos institutions, le renouvellement des assemblées locales dans le cadre de l'application effective de la décentralisation afin de rapprocher l'action publique des citoyens et d'ancrer durablement le développement dans nos territoires. L'adoption prochaine de la loi de finances qui définira le cap budgétaire et économique pour la suite du mandat. Dans une dizaine de jours, la campagne électorale s'ouvrira. L'enjeu est historique. À travers les scrutins des 27 septembre, premier tour, et 11 octobre 2025, second tour, il s'agira de constituer la première Assemblée nationale de la Ve République, forte de 145 députés, et de renouveler simultanément les assemblées locales ainsi que les nouvelles collectivités territoriales à partir desquelles seront élus 70 sénateurs de notre Chambre haute. Le chef de l'État a souligné que les collectivités locales ne doivent plus être considérées comme des espaces de confort politique ou de rente, mais comme de véritables leviers de développement au service des territoires et des populations. C'est tout l'objet des réformes engagées ces derniers mois pour accélérer la décentralisation et en garantir l'effectivité. À tous ceux qui participeront à ces échéances, le président de la République a souhaité plein succès, tout en rappelant que l'exemplarité et la discipline doivent guider chacune de leurs actions. Au-delà du simple déroulement des scrutins, c'est la crédibilité de la Ve République et la confiance du peuple qui sont en jeu. Sur le plan budgétaire, la loi de finances soumise au Parlement devra traduire des ambitions claires. Rappeler l'impératif de bâtir un budget moderne, rigoureux et aligné sur les priorités nationales dans une logique de transparence, de justice sociale et d'efficacité économique. Améliorer la collecte des recettes publiques afin de faire face aux dépenses de l'État, honorer nos engagements extérieurs et dégager des marges de manœuvre pour l'investissement. L'amélioration de la performance fiscale, entre autres, sera une priorité, notamment grâce à la digitalisation de l'administration et des processus de collecte, ainsi qu'à la mise en place d'une nouvelle taxe, la taxe d'habitation, assortie de dispositifs simplifiés et modulables selon les revenus des contribuables. Dans le même esprit, les taxes municipales et communautaires devront être déclarées et reversées au Trésor public conformément au principe de l'unicité des caisses, garantissant une gestion centralisée, transparente et rigoureuse des ressources publiques. Maîtriser nos dépenses publiques, en particulier celles liées aux rémunérations, aux dépenses à caractère social et aux transferts afin de libérer plus de ressources pour l'investissement, moteur de création d'emplois, de lutte contre la pauvreté. Dans le même ordre d'idées, au-delà de la maîtrise de la masse salariale,
Il est essentiel d'ouvrir des opportunités aux jeunes qui démontrent des compétences stratégiques et de leur permettre d'intégrer la fonction publique. Dans ce cadre, l'arrêt immédiat des maintiens en activité des agents publics ayant atteint l'âge limite, quel que soit le corps de métier, doit être appliqué sans exception afin de libérer des postes budgétaires et de favoriser le renouvellement des effectifs. Il est regrettable que l'exception, les maintiens en activité exceptionnelle, tendent à devenir la règle. Les ministères de la fonction publique et des finances, ainsi que l'ensemble des institutions de l'État, devront appliquer rigoureusement cette instruction en matière de gestion des agents publics afin de garantir un renouvellement efficace et conforme aux besoins réels de l'administration. Par ailleurs, notre fonction publique tend à devenir un terrain de non-droit en raison des comportements de certains agents, en totale violation des règles déontologiques, souvent visibles notamment sur les réseaux sociaux. Il est impératif de rappeler à l'ordre tous les agents publics, et en particulier les cadres supérieurs de l'administration, qui devraient faire preuve de dignité, de maîtrise de soi et de réserve en toutes circonstances. Cette obligation constitue un devoir fondamental. Tout écart à ce niveau est inacceptable et sera désormais sanctionné avec la plus grande fermeté. L'obligation de réserve, la discrétion professionnelle, la responsabilité et le devoir de neutralité doivent être scrupuleusement respectés par tous ceux qui ont choisi la voie du service public. Il est désormais impératif de mettre un terme à ces dérives par la tenue de conseils de discipline et, le cas échéant, par la révocation afin de préserver l'intégrité et la crédibilité de notre fonction publique. Enfin, le président de la République a annoncé l'interdiction, à compter du 1er janvier 2027, de l'importation de clinker. Il a rappelé que cette matière première, essentielle à la production du ciment et donc à nos grands chantiers, pèse lourdement sur la balance commerciale depuis l'arrêt de sa production locale en 2014. Le chef de l'État a indiqué que le Gabon dispose des ressources nécessaires pour relancer, dans un délai d'1 an, une production compétitive avec l'appui de partenaires. Cette décision participe à l'autonomie économique, à la relance industrielle et à la maîtrise des dépenses publiques tout en favorisant la création d'emplois. Projet de texte législatif et réglementaire. Le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère. Projet de loi de règlement PLR gestion 2024. En 2024, l'économie mondiale a enregistré un ralentissement lié à la persistance des conflits géopolitiques, à la crise immobilière en Chine et au maintien à des seuils élevés des déficits publics dans de nombreux pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Cette situation a eu pour effet une baisse de la demande mondiale et un recul des cours de l'or noir dans un contexte de reflux de l'inflation, et ce, nonobstant des taux d'intérêt relativement bas. L'activité économique nationale a connu une croissance de 3,4% en 2024 contre 2,4% en 2023, grâce au renforcement des performances des secteurs secondaires, plus 10,7%, et tertiaires, plus 2,4%, croissance largement soutenue par la mise en œuvre de projets phares inscrits dans le Plan national de développement de la transition PNDT, notamment dans le domaine des infrastructures. L'exécution de la loi de finances pour l'année 2024, arrêtée à équilibre à 4 493 milliards de francs CFA, laisse apparaître un solde excédentaire des opérations budgétaires de 539
1,8 milliard de francs CFA, un solde déficitaire des opérations de trésorerie et de financement de 264,3 milliards de francs CFA, ainsi qu'un résultat positif de la comptabilité générale établi à 166,1 milliards de francs CFA. Prévu à 2 970,2 milliards de francs CFA en 2024, les recettes budgétaires ont été exécutées à hauteur de 2 977,7 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 100,3%. Ces réalisations sont principalement dues aux recettes fiscales, dont legs, fonds de concours, cotisations sociales et autres recettes. Les dépenses du budget, quant à elles, ont été exécutées pour 2 159,8 milliards de francs CFA sur une prévision de 2 588,9 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 83,4%. En revanche, les charges financières de la dette, exécutées à hauteur de 387,5 milliards de francs CFA pour une prévision de 388,4 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2024, sont composées principalement des intérêts sur emprunt extérieur courant, correspondant à un taux d'exécution de 99,8%. S'agissant des dépenses d'investissement, elles ont été exécutées à hauteur de 365,3 milliards de francs CFA pour une prévision de 599,9 milliards de francs CFA, soit un niveau de consommation de 60,9%. De même, les ressources propres, à concurrence de 270 milliards de francs CFA, ont enregistré un taux de réalisation de 58,4%. Sur le plan de la trésorerie et du financement, les ressources mobilisées ont atteint 1 311,4 milliards de francs CFA contre une prévision révisée de 1 523,3 milliards de francs CFA. Les principales composantes de ces charges incluent les amortissements de la dette extérieure, les prêts bancaires et divers autres engagements financiers. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et à l'exécution du budget. Le ministre d'État a présenté au Conseil des ministres qu'il a entériné le projet de loi organique portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 20/2014 du 21 mai 2015, modifié par la loi organique numéro 017/2020 du 17 juillet 2020, modifiant et complétant certaines dispositions de loi organique 20/2014 relatives aux lois de finances et à l'exécution du budget. Les modifications consacrées par la présente loi visent principalement les conditions d'adoption des lois de finances et le renforcement de l'encadrement des opérations financières et des engagements financiers de l'État, redéfinis dans les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 nouveaux et modifiés. L'objectif visé par cette modification consiste à consolider le fondement juridique aux fins d'arrimer les lois de finances à l'exécution du budget à la nouvelle constitution de la République gabonaise. Projet de loi de finances PLF pour l'exercice 2026. Le présent projet de loi de finances PLF de l'année est élaboré conformément aux dispositions combinées des articles 94 et 96 de la Constitution, ainsi que de celles des articles 17 et 18 de la loi organique numéro 020/2014 du 21 mai 2015, relative aux lois de finances et à l'exécution du budget. Ce projet de loi de finances 2026, traduction fidèle des très hautes orientations du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, en matière de souveraineté économique, de réformes structurelles, ainsi que de renforcement de la gouvernance et de la transparence de la gestion budgétaire, marque la première étape fondatrice de la concrétisation du projet de société présidentielle
bâtissons l'édifice nouveau pour un essor vers la félicité, en posant les bases de la transformation économique reposant sur les 6 piliers suivants. Électricité, eau et réforme du secteur, entrepreneuriat et employabilité des jeunes, logement, infrastructures de transport et numérique, capital humain et justice sociale, économie et développement durable et gouvernance et institutions. L'innovation majeure de ce budget réside dans l'adoption de la méthode du budget base zéro qui impose que chaque dépense soit justifiée et priorisée en fonction de son impact attendu sur la transformation économique et sociale et non plus reconduite tacitement. Cette approche confère au projet de loi des finances 2026 un caractère non seulement budgétaire, mais surtout stratégique et structurant au service d'un Gabon plus souverain, plus transparent et résolument tourné vers l'avenir. Grand 1, les principales hypothèses. Le projet de loi de finances 2026 repose sur des hypothèses qui allient prudence et ambition tout en étant réaliste, tenant compte des évolutions sectorielles et de l'environnement international. Le secteur pétrolier, une légère contraction de la production estimée à moins 3%, 11,4 millions de tonnes métriques, atténuée par une progression du prix du baril de plus 5%, 65,1 $ US. Secteur minier, une baisse conjoncturelle de la production de manganèse de moins 3,3%, 8,85 millions de tonnes, avec un prix de vente stabilisé autour de 168,2 $ la tonne. Secteur forestier, une reprise de la production de bois débité attendue en hausse de plus 3,2%, 1,5 million de mètres cubes, traduisant une dynamique de redressement du secteur. Taux de change, une dépréciation modérée du dollar américain projetée à 570,9 francs CFA US dollar, moins 2,6%, reflétant l'ajustement des marchés de change. La construction des bureaux administratifs dans un délai maximum de 2 ans pour moderniser l'appareil étatique et réduire les charges locatives. 2. Les principaux résultats. La croissance. Sur la base de ces hypothèses, la croissance économique est projetée à 7,9% en 2026, tirée principalement par le dynamisme du secteur hors pétrole, plus 9,2%, et grâce au volume inédit du budget d'investissement, ainsi qu'à la mise en œuvre des projets structurants, vecteurs de modernisation de l'économie. Les recettes brutes de l'État en 2026 se chiffrent à un montant exceptionnel de 4 327,2 milliards de francs CFA, composé de recettes pétrolières, 1 525 milliards de francs CFA, recettes fiscales intérieures, 1 541,4 milliards de francs CFA, recettes douanières, 707,3 milliards de francs CFA, revenus des participations dans le secteur pétrolier, 75 milliards de francs CFA, revenus des participations hors pétrole, 58,7 milliards de francs CFA, recettes des administrations sectorielles, 419,8 milliards de francs CFA. Le montant des recettes nettes des prélèvements est évalué à 3 664,1 milliards de francs CFA en 2026. Ce niveau de mobilisation est garanti par la mise en œuvre d'actions ciblées. La digitalisation et la modernisation de l'administration fiscale, l'interdiction des exonérations fiscales, la rationalisation des subventions, le paiement exclusif des dividendes des participations de l'État au trésor public, le renforcement du contrôle, l'élargissement de l'assiette fiscale avec l'instauration de la contribution à l'amélioration du cadre de vie,
la révision des modalités d'application de la contribution foncière unique. Les dépenses de fonctionnement en 2026 sont évaluées à 3 569 milliards de francs CFA et se répartissent comme suit. Le service de la dette, 1 676,7 milliards de francs CFA, incluant 313,4 milliards de francs CFA d'arriérés de paiement, dont 24 milliards de francs CFA de dette moratoire, 391,3 milliards de francs CFA de charges financières de la dette et 972 milliards de francs CFA d'amortissement en capital. Les dépenses de personnel, 959,7 milliards de francs CFA, reflétant la régularisation des situations administratives évaluée à 40,9 milliards de francs CFA. Toutefois, la maîtrise de cette dépense exige de tenir compte du besoin réel de fonctionnement de l'administration publique, notamment par la mise à la retraite systématique des agents ayant atteint l'âge requis et le remplacement numérique des agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Les dépenses de biens et services, 412,3 milliards de francs CFA, imputables au fonctionnement de l'administration et des institutions, plus 31,9 milliards de francs CFA, et aux dépenses d'utilité publique, plus 17,2 milliards de francs CFA. Les dépenses de transfert, 441,4 milliards de francs CFA, en appui notamment au paiement des bourses scolaires et universitaires, plus 19,2 milliards de francs CFA, à la subvention aux collectivités locales, plus 3,3 milliards de francs CFA, au fonctionnement des universités et grandes écoles, plus 3,7 milliards de francs CFA, et à la rationalisation de la subvention des prix de produits pétroliers, 12,2 milliards de francs CFA, en lien avec la libéralisation effective des prix. Les autres dépenses, 78,9 milliards de francs CFA, correspondant à la prise en charge des rappels de soldes en hausse de 10,6 milliards de francs CFA et des condamnations pécuniaires, plus 5,4 milliards de francs CFA. Le Conseil note que les dépenses de fonctionnement absorbent presque la totalité des recettes attendues. Recettes égales à 3 664,1 milliards de francs CFA contre les dépenses, 3 569 milliards de francs CFA, ne laissant qu'une marge résiduelle de 95,1 milliards de francs CFA. Les dépenses d'investissement en 2026 se chiffrent à 3 321,5 milliards de francs CFA, traduisant la volonté de faire de l'investissement un levier central et non plus une variable d'ajustement. Cet effort témoigne de l'ambition de moderniser les infrastructures et d'accompagner la transformation structurelle de l'économie. L'équilibre budgétaire présente un budget arrêté en ressources et en dépenses de 7 233,3 milliards de francs CFA pour l'année 2026, avec un besoin de financement estimé à 3 213,3 milliards de francs CFA. Compte tenu de la nécessité de recourir aux emprunts pour financer l'investissement, seuls les projets ayant fait l'objet d'une étude éprouvée et disposant d'une ressource mobilisée devraient démarrer, afin d'éviter les arrêts de travaux. La stratégie de financement de ce besoin repose sur 60% en monnaie locale, par mobilisation accrue du marché financier régional, 40% en devises étrangères, selon des modalités à convenir avec les partenaires internationaux, en veillant à préserver la soutenabilité de la dette. Les plafonds des dépenses d'investissement par ministère sont arrêtés à 3 321,5 milliards de francs CFA, avec des projets de développement représentant 3 204,5 milliards de francs CFA. Le projet de loi des finances 2026 s'inscrit dans une logique de budget base zéro, garantissant discipline et efficacité pour un objectif de croissance du produit intérieur brut
de 7,9%. Chaque dépense est justifiée par son impact attendu. L'investissement devient le moteur principal du développement. La mobilisation accrue des recettes renforce la souveraineté budgétaire. Et la stratégie de financement vise à préserver la crédibilité de l'État tout en soutenant l'ambition de transformation. Ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique. Projet de décret portant attribution et organisation du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique. Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 95 de la Constitution, met en place un département logistique au sein du ministère des Transports afin de répondre à la nécessité d'encadrer juridiquement les missions relatives à la gestion logistique des services de l'État. Le décret susvisé comble un vide institutionnel en matière de normalisation des fonctions logistiques par la création de la Direction générale de la logistique qui permettra à l'administration publique de se doter d'une gouvernance logistique centralisée, professionnalisée et efficiente en phase avec les objectifs de modernisation de l'État, d'efficacité de la dépense publique, de sécurité d'approvisionnement et de performance globale du secteur public. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Projet de décret réglementant les missions à l'étranger des membres du gouvernement et des responsables de l'administration. Ce texte vise à encadrer strictement les déplacements officiels à l'étranger en définissant les catégories de bénéficiaires, les conditions de voyage, ainsi que les modalités de prise en charge budgétaire. L'objectif est de rationaliser les dépenses publiques et de renforcer la discipline administrative en matière de missions extérieures. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 138/PR/MRRI du 18 mars 2025 fixant les indemnités des membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum. Ce projet propose une actualisation du régime indemnitaire des membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum, ACER, afin de l'adapter aux exigences de transparence, d'équité et d'efficacité de l'institution chargée de la régulation électorale. Projet de décret portant organisation des cabinets du médiateur de la République et du médiateur adjoint. Ce texte définit la composition, les attributions et le fonctionnement des cabinets du médiateur et du médiateur adjoint en vue d'assurer un appui administratif et technique efficace à ces deux institutions de médiation. Projet de décret fixant les modalités de prise en charge par le budget de l'État du traitement alloué aux médiateurs de la République, aux médiateurs adjoints et au personnel de leur cabinet. Ce projet vise les règles de rémunération et d'entretien des charges afférentes au fonctionnement du médiateur et de son adjoint dans une logique de transparence budgétaire et de soutien institutionnel. Projet de décret portant délégation de signature du président de la République. Ce décret fixe le cadre juridique de la délégation de signature du chef de l'État afin de fluidifier l'action administrative et de garantir la continuité de l'État dans le respect des principes constitutionnels. Projet de décret définissant les modalités de prise en charge par le budget de l'État des traitements alloués aux titulaires de certaines fonctions des services de la présidence de la République et des départements ministériels. Le ministre a soumis au Conseil qu'il a entériné le projet de décret définissant les modalités de prise en charge par le budget de l'État des traitements alloués aux titulaires de certaines fonctions au sein des services de la présidence de la République et des départements ministériels. Projet de décret fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois militaires de l'État. Le ministre a soumis au Conseil qu'il a approuvé le projet de décret définissant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction réservée aux militaires exerçant des emplois liés à la sécurisation
des hautes personnalités de la République. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'intégration et de la diaspora. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de mise en œuvre pour la fourniture de matériel dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour lutter contre le changement climatique entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République populaire de Chine. Le présent projet de loi, élaboré conformément aux dispositions des articles 162 et 163 de la Constitution, a été signé le 5 septembre 2024 à Beijing, en Chine. Cet accord constitue un instrument juridique de lutte contre le changement climatique et permettra à notre pays de renforcer ses capacités dans la préservation de l'environnement ainsi que dans l'acquisition de techniques modernes en matière environnementale. Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, Ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. Projet de décret portant attribution et organisation du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat. Ces projets de décret s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle dynamique visant la réorganisation des départements ministériels. À ce titre, les ministères de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, chargés de concevoir, de valoriser et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans leurs domaines respectifs, comprennent le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général, les directions générales, les établissements et organismes sous tutelle. Ministère des Mines et des Ressources géologiques. Projet de loi portant création de la Société nationale des agrégats. Le présent projet de loi porte sur la création de la Société nationale des agrégats, service public personnalisé dont la mission est d'explorer, exploiter, extraire, transformer et commercialiser les agrégats sur l'ensemble du territoire national. Elle a également pour objectif de promouvoir la transformation nationale et le transport des agrégats par les entreprises gabonaises, ainsi que d'approvisionner en priorité les projets d'infrastructures publiques. Projet de décret approuvant les statuts de la Société de gestion de la logistique et des infrastructures minières du Gabon, Sogélim. Le Conseil a adopté les statuts de la Société de gestion de la logistique et des infrastructures minières du Gabon, Sogélim, conférant à cette structure publique les moyens juridiques et organisationnels nécessaires pour atteindre avec efficacité et durabilité les objectifs de performance qui lui ont été assignés. Projet de décret portant interdiction de l'exportation du manganèse brut extrait sur le territoire de la République gabonaise. Le présent projet de texte s'inscrit dans la mise en œuvre de la décision du président de la République prise lors du Conseil des ministres du 30 mai 2025 visant à interdire l'exportation du manganèse brut extrait sur le territoire national. Cette interdiction, effective à compter du 1er janvier 2029, s'applique à tout opérateur minier, personne morale, titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation de manganèse, ainsi qu'à toute entité impliquée dans sa commercialisation et son exportation. Une période transitoire de 3 ans, s'étendant de l'année 2025 au 31 décembre 2028, est prévue pour permettre aux opérateurs miniers de réaliser ou de moderniser des unités locales de traitement du manganèse et de soumettre aux autorités compétentes un plan de transformation industrielle. Projet de décret portant création, attribution et organisation de la Commission interministérielle du suivi des projets intégrés de transformation locale des minerais. La Commission interministérielle de suivi des projets intégrés de transformation locale des minerais est placée sous l'autorité du vice-président du gouvernement. La création de cette commission répond à la nécessité de disposer d'un outil performant pour suivre les projets en République gabonaise. Les projets concernés incluent notamment
la transformation locale des minerais, la centrale hydroélectrique de Boué, le chemin de fer Belinga-Boué-Mayumba et le port en eau profonde de Mayumba. La mise en place de cette commission constitue une étape importante dans le développement du secteur minéralier gabonais et contribuera à l'atteinte des objectifs de sécurité et de souveraineté des minerais fixés par le gouvernement. Ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Projet de décret portant modification de l'article 5 du décret numéro 0301/PR/MHUC du 2 août 2024 portant déclaration d'utilité publique. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique de la zone économique à régime privilégié ZERP Ameyoké. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 2 projets de décret portant déclaration d'utilité publique, à savoir le projet de décret portant modification de l'article 5 du décret numéro 0301/PR/MHUC du 2 août 2024, fixant le délai de 24 mois à compter de la date de publication du présent décret pour les occupants réguliers et fixant le déguerpissement immédiat de tout occupant sans titre à compter de la date de publication du présent décret. Le projet de décret portant déclaration d'utilité publique relative à l'occupation par l'État d'un site de 18 912 hectares en vue de la mise en œuvre d'un programme d'intégration économique de la zone des 3 frontières par la création d'une zone économique à régime privilégié, ZERP Ameyoké, ainsi qu'une zone à forte productivité. Ministère de la Planification et de la Prospective. Projet de décret fixant les attributions du ministre de la Planification et de la Prospective. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les attributions du ministre. Le ministre de la Planification et de la Prospective est chargé de concevoir, de coordonner, de mettre en œuvre et d'évaluer la politique du gouvernement en matière de planification du développement économique, social, territorial et environnemental, ainsi que de prospective stratégique. À ce titre, l'organisation de ce ministère comprend le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général, les directions générales, les établissements et organismes sous tutelle. Par ailleurs, la Direction générale de la statistique, la Direction générale de la prospective, la Direction générale de l'aménagement du territoire et le Commissariat général au plan exercent des fonctions tampons au sein du ministère. Ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités. Projet de décret fixant les normes de présentation et les circuits des visas et signatures des actes de gestion de certains personnels civils de l'État. Le présent décret, pris conformément aux dispositions de la loi numéro 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, fixe les normes de présentation et les circuits des visas et signatures des actes de gestion de certains personnels civils de l'État. Cette réforme s'inscrit dans la perspective de renforcer le cadre juridique relatif à la présentation et au circuit des visas et signatures des actes de gestion des personnels civils de l'État. Le projet de décret apporte de nombreuses améliorations, notamment sur la formalisation de la présentation des actes, la détermination des différents signataires et autorités habilitées à les viser, ainsi que sur la désignation des administrations compétentes pour enregistrer ces actes de gestion. Ce décret revêt par ailleurs un intérêt particulier en raison de l'urgence de régulariser les situations administratives des agents civils de l'État, impactés pendant plusieurs années par le gel des recrutements et des carrières.
Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 01/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. Pris en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, les dispositions des articles 15, 19, 30 et 133 de la loi numéro 01/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique sont modifiées. Ces modifications visent à aligner ce texte sur les dispositions pertinentes de la nouvelle Constitution. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 08/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires. Pris en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, les articles 2, 22, 23, 25, 57, 134 et 145 de la loi numéro 8/91 sont modifiés afin de s'aligner sur les dispositions pertinentes de la nouvelle loi fondamentale. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'État. Pris en conformité avec les dispositions de l'article 99 de la Constitution, les articles 1er, 7 et 53, alinéa 3 de la loi numéro 3/88 du 31 juillet 1990, fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'État sont modifiés. En matière de politique générale, le Conseil s'est réjoui des avancées de la mise en œuvre des mesures prises par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, lors des précédents Conseils des ministres. À cet effet, il a pris bonne note de la transmission des projets de loi relatifs à la création des 5 fonds stratégiques, de la libération progressive du capital de la centrale d'achat, ainsi que de l'identification de la zone devant abriter les sièges des grandes entreprises, conformément à la mesure imposant aux dites entreprises de construire un siège social aux normes fixées par l'État dans une zone attribuée sous 18 mois. Ensuite, s'agissant de la mesure relative à la fin de la gratuité et à la fusion des opérateurs de transport Sogatra et Transurb, le Conseil a noté la mise en place d'une feuille de route visant à superviser les études juridiques, techniques, financières et sociales et a proposé le schéma optimal de fusion. Dans ce cadre, plusieurs projets de texte sont en cours de préparation afin de réformer en profondeur le secteur des transports en commun. Des propositions de dénomination, d'organigramme, de grille salariale et d'identité visuelle, logos, slogans ont également été soumises. La stratégie repose sur l'instauration de tickets à usage unique et de cartes d'abonnement modulées selon la situation sociale des usagers, la réhabilitation du parc automobile et la formation du personnel, une campagne nationale de communication et de sensibilisation, la mise en place d'un système de paiement électronique sécurisé, MEA et PAY, garantissant traçabilité, transparence et confort pour les usagers. En ce qui concerne l'interdiction de l'importation du poulet de chair à compter du 1er janvier 2027, le Conseil a noté l'organisation d'un forum ayant permis de dégager une feuille de route claire et de mettre en place un plan de recensement des éleveurs et producteurs d'aliments. Enfin, concernant l'interdiction de l'exportation du manganèse brut à compter du 1er janvier 2029, le Conseil se félicite de la prise d'un texte réglementaire en vue de formaliser cette décision. À cela s'ajoute la mise en place d'une commission appelée à conduire les consultations et les études relatives à la mise en œuvre effective de cette mesure. Ministère de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations chargé de la lutte contre la vie chère. Le Conseil a pris bonne note des communications du ministre d'État relatives à l'activité de crédit dans les secteurs bancaires et de la microfinance en République gabonaise.
Il a souligné que ce secteur est confronté à une menace croissante liée aux créances douteuses et litigieuses issues du non-remboursement des crédits, susceptibles de compromettre la stabilité financière à moyen terme. Dans cette perspective, il a annoncé la mise en œuvre prochaine d'un ensemble de réformes destinées à renforcer la solidité du système bancaire et de la microfinance et à prévenir les risques systémiques. Dans ce sens, il a souligné la nécessité de fixer certaines conditions d'accès à la fonction de directeur général des banques, des établissements financiers et de microfinance opérant sur le territoire de la République gabonaise. L'objectif est de réserver l'exclusivité de cette fonction aux personnes de nationalité gabonaise, sauf dérogation accordée par le Comité national économique et financier, CNEF. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'intégration et de la diaspora. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la demande d'agrément de M. Mazen Kabara en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise près la République gabonaise avec résidence à Libreville. La demande d'ouverture d'un consulat honoraire de la République démocratique de Sao Tomé et Principe à Port-Gentil sous la responsabilité de M. Yves Benjamin Antchoué Anguilé, de nationalité gabonaise, nommé en qualité de consul honoraire. La nomination de Mme Fatou Aminata Lo en qualité de coordonnatrice résidente des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies au Gabon. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Le Conseil a marqué son accord pour que notre pays participe à la deuxième conférence internationale de l'Alliance mondiale pour la lutte contre le trafic de migrants qui se tiendra à Bruxelles, en Belgique, le 10 décembre 2025. Cette alliance a pour objectif d'évaluer les progrès réalisés, de renforcer la coopération et d'intensifier les efforts contre les réseaux de passeurs qui exploitent la vie humaine à des fins financières. Sous la coordination de l'Union européenne, cette rencontre réunira des responsables politiques et gouvernementaux afin de lutter collectivement contre le trafic des migrants. Ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. Sur présentation du ministre, le Conseil a pris bonne note des comptes rendus relatifs à la journée de réflexion et d'échange sur la pêche artisanale qui s'est tenue le 14 juillet 2025 et a réuni l'ensemble des acteurs du secteur. Les principaux défis identifiés sont le déficit de formation, le coût élevé du matériel, les contraintes réglementaires et la corruption, l'accès limité aux zones de pêche, ainsi que le dysfonctionnement du marché du capal. Cette journée a également souligné la nécessité d'instaurer un cadre de concertation permanente afin de faire de la pêche artisanale un levier de souveraineté alimentaire, de création d'emplois et de croissance bleue. À l'organisation d'une foire itinérante aux poissons, à prix subventionné, 1 000 francs CFA le kilogramme à Mouila et à Lambaréné les 5 et 7 août 2025, dans le cadre des 100 premiers jours d'action prioritaire visant à lutter contre la vie chère, améliorer l'accès aux produits halieutiques et renforcer la souveraineté alimentaire. À la retraite sur l'élaboration de la stratégie nationale de développement des secteurs mer, pêche et économie bleue, tenue les 12 et 13 juillet 2025 à la baie des Tortues et réunissant plus de 60 participants, dont des experts de la FAO, pour définir la stratégie nationale. Les projets phares incluent la construction de 3 ports de pêche à Libreville, Port-Gentil et Mayumba, la promotion de l'aquaculture, l'acquisition d'un navire de recherche, l'intégration de la surveillance dans le centre de surveillance des pêches et la création d'un comité chargé de négociations internationales. À l'atelier stratégique sur les obligations bleues, qui s'est tenu les 16 et 17 juillet 2025 à Libreville, consacré à l'alignement du projet des obligations bleues,
issus de la conversion de 500 millions de dollars de dette publique en vue de financer la protection des écosystèmes marins et le développement d'une économie bleue durable. L'atelier a réuni le gouvernement, les administrations centrales, ainsi que les experts nationaux et internationaux afin de présenter le mécanisme, d'aligner le projet sur la stratégie nationale et de définir un cadre stratégique sur 15 ans. Ce cadre opérationnel permettra de mobiliser des financements innovants au service de la conservation marine, du développement économique et de la résilience climatique. Ministère de la Planification et de la Prospective, le Conseil a pris acte de la présentation du ministre portant sur la cartographie nationale des projets de développement élaborée par le ministère de la Planification et de la Prospective avec l'appui de la Banque mondiale, constituant une première depuis 1965. Le rapport recense 675 projets, 51,6% en cours, 24,7% non démarrés, 18,2% à l'arrêt, 3,1% achevés non livrés et 2,5% non définis. La répartition par pilier montre une prédominance du pilier 3, logement, infrastructure et numérique, avec 43,4% des projets, suivi du pilier 4, capital humain et justice sociale, avec 28,9%, et du pilier 6, gouvernance et institutions, avec 11,9%. Territorialement, l'Estuaire concentre 30% des projets, accentuant le déséquilibre avec les provinces rurales, comme Logoué-Lolo, 4,3%, ou Logoué-Ivindo, 5,8%. Le Conseil a salué les avancées réalisées. Usage d'outils numériques, mobilisation accrue des autorités locales et volonté politique d'assurer transparence et rigueur. Il a cependant relevé plusieurs défis. Faible diversification des financements, lenteur administrative, déficit technique local et taux élevé de projets non exécutés. Pour y remédier, le Conseil recommande l'élaboration d'un plan national d'investissement territorial, la création d'un système intégré de suivi-évaluation, la mise en place d'une plateforme digitale de gestion afin d'assurer un développement harmonieux et équilibré des 9 provinces. La préparation du budget d'investissement élaboré par le même ministère avec l'appui de la Banque mondiale. Ce budget s'articule autour de 7 piliers prioritaires: énergie et eau, entrepreneuriat et employabilité des jeunes, infrastructure et numérique, capital humain et justice sociale, économie durable, gouvernance et institutions, habitat et logement. Le montant total prévisionnel s'élève à 3 204,53 milliards de francs CFA contre 667,72 milliards de francs CFA en 2025, soit un écart de 714,14 milliards de francs CFA pour les projets de développement et 117 milliards de francs CFA pour les projets d'équipement. Parmi les allocations principales, infrastructure routière, 395,45 milliards de francs CFA. Eau, 169,05 milliards de francs CFA. Électrification, 129 milliards de francs CFA. Numérique, 62,62 milliards de francs CFA. Capital humain, 531,82 milliards de francs CFA. Et gouvernance, 679,41 milliards de francs CFA. Le rapport souligne des risques liés à la faible capacité d'absorption de l'économie et à l'exécution budgétaire, nécessitant des mesures d'atténuation telles que la mobilisation accrue des ressources et l'optimisation de la chaîne d'investissement. L'objectif est de renforcer la transparence, d'équilibrer la répartition des investissements et d'assurer un développement harmonieux de toutes les provinces. En ce qui concerne les missions séminaires-conférences, ministère de la Santé,
Le Conseil des ministres a pris bonne note de la participation du ministère à la 78e Assemblée mondiale de la santé AMS, tenue à Genève en Suisse du 19 au 27 mai 2025. Plusieurs résolutions majeures y ont été adoptées, portant notamment sur le financement mondial de la santé des poumons et des reins, les normes scientifiques, la réduction de la pollution de l'air, la lutte contre les maladies rares touchant 300 millions de personnes et l'éradication du ver de Guinée. L'AMS a également lancé 2 campagnes officielles, la Journée mondiale de l'élimination du cancer du col de l'utérus et la Journée mondiale de la prématurité, tout en adoptant des résolutions sur la santé numérique, le personnel de santé et les soins infirmiers. En marge de l'événement, le ministre a participé à des rencontres de haut niveau, relançant le partenariat Gabon-Maroc, envoyant des agents en formation au Maroc dans les disciplines de l'anatomie, pathologie et de la biologie médicale, finalisant une convention de formation avec la Fondation Mohamed VI et ouvrant des institutions marocaines de formation au Gabon. Ces actions visent à renforcer la coopération internationale et à améliorer les capacités locales dans les métiers de la santé. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Conseil a approuvé l'organisation les 11 et 12 septembre 2025 à Libreville d'un atelier de sensibilisation et de promotion de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur au Gabon, en partenariat avec le CAMES, l'AUF et le RAFANAC. L'événement réunissant 50 à 80 participants issus des institutions d'enseignement supérieur et de recherche du MESRS, d'organisations étudiantes et de partenaires techniques, vise à promouvoir une stratégie nationale d'assurance qualité, préparer la création de la NACSUP, conformément aux recommandations du CAMES et aux standards internationaux, sensibiliser sur les politiques nationales et les référentiels régionaux, partager les normes et bonnes pratiques africaines et identifier les défis nationaux pour proposer un plan d'action adapté. Le financement est assuré par le MESRS via le Comité scientifique de l'assurance qualité. Les résultats attendus comprennent l'adoption d'un plaidoyer pour la NACSUP et la structuration d'un système de management de la qualité au sein des institutions. Ministère des Affaires sociales et de l'Inclusion. Le Conseil a pris acte de la cérémonie officielle de remise de certificats à 155 jeunes filles déscolarisées de 15 à 35 ans qui a eu lieu à Libreville le 18 août 2025. Ces bénéficiaires ont suivi, du 20 décembre 2024 au 30 mai 2025, des formations dans le cadre de la convention signée le 9 septembre 2024 avec l'association KL pour elle, visant l'inclusion sociale et l'autonomisation des jeunes filles vulnérables. Les formations ont couvert plusieurs domaines: pâtisserie 25, informatique 25, multimédia 25, onglerie 10, make-up 10, coiffure 20, coupe et couture 20, décoration et accessoires 20 et stage en entreprise 20. Elles ont permis de développer des compétences techniques et managériales, de favoriser l'auto-emploi et de valoriser les talents et passions des participantes. La cérémonie de remise des certificats et des kits de démarrage pour les meilleurs bénéficiaires a eu lieu à la fin du mois de juillet 2025 avec un coût de 37 250 000 francs CFA et le parrainage de son Excellence Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame. Cette initiative constitue la phase pilote d'un projet que le département envisage d'étendre à l'ensemble du territoire. Ministère des Travaux publics et de la Construction. Le ministre a présenté au Conseil qu'il a entériné le projet de construction d'une nouvelle gare routière, GRV, au PK8. Ce projet routier de nouvelle génération intégrera un hôtel, un centre commercial, un showroom, des parkings, des quais, des logements de fonction, un local technique, une zone logistique, un entrepôt frigorifique, des halls d'attente, des déposes minutes, des restaurants, des commerces
et une station-service, contribuant ainsi au développement de l'environnement urbain. Suite à la signature de l'accord cadre avec le partenaire technique marocain YMMY Finance Holding, le 12 mars 2025, des correspondances informatives ont été adressées au ministère sectoriel concerné et à l'Ordre gabonais des architectes le 28 avril 2025. Le ministre a obtenu l'accord du Conseil pour poursuivre le plan d'action avec le partenaire et mettre en place un comité de pilotage multisectoriel afin d'assurer le bon démarrage et la mise en œuvre du projet sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Enfin, le Conseil des ministres a entériné plusieurs mesures individuelles dont les principales portent sur les nominations suivantes. Présidence de la République, État-major particulier, maison militaire, chef d'état-major particulier du président de la République, chef de la maison militaire, vice-amiral d'escadre de la Marine nationale, Amérin Pierre, confirmé. Conseillers spéciaux, chargés de mission du président de la République. Colonel de l'armée de l'air, Nzamba Boumba Serge Maurice, confirmé. Colonel de l'armée de l'air, Onandong Kevin Cédric, confirmé. Lieutenant-colonel de l'aviation légère des armées, Igoro Fernand Georges, confirmé. Lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, Nzalendeve Modeste. Conseiller du président de la République. Commandant de santé militaire, Mugonga Karine Barbara, confirmé. Commandant de l'armée de l'air, Bibai Mungengi Ken Rosal, confirmé. Madame Jenny Rosemonde Grace Nchua, confirmé. Attaché de cabinet à la présidence de la République. Commandant de l'armée de l'air, Lewaga Rachel. Capitaine de corvette de la Marine nationale, Rakilo Parfait. Capitaine de la garde républicaine, Mbou Étienne, confirmé. Lieutenant de vaisseau de la Marine nationale, Ndombi Boussomba Stéphanie. Capitaine de l'armée de l'air, Etali Yvette. Capitaine de l'armée de terre, Djumbi Noël Aimé. Lieutenant de vaisseau de la Marine nationale, Nzenge Bouka Pierre Cédric Marvin. Lieutenant de vaisseau de la Marine nationale, Mengemenye Antoinette, confirmé. Lieutenant de la santé militaire, Safou Romi Samantha, confirmé. Chargé de mission du président de la République. Lieutenant de l'armée de terre, Menge Mefan Sonia Estelle, confirmé. Lieutenant de la gendarmerie nationale, Abbé Solominko Olivier, confirmé. Adjudant-chef-major de la santé militaire, Ngolé Dovana Yannick. Adjudant-chef de l'aviation légère des armées, Onanga Anoto Wilfried, confirmé. Adjudant-chef de l'armée de terre, Makita Lekibi Pierre. Adjudant-chef de la gendarmerie nationale, Aka Motila Yorik Russel, confirmé. Maître principal de la marine nationale, Afouari Berti, confirmé. Brigadier chef des forces de police nationale, Obessa Fred, confirmé. Maître principal de la marine nationale, Retiga Raganizo Laurent, confirmé. Premier maître de la marine nationale, Rezila Imbiongo Léonard. Adjudant de l'armée de terre, Bamiyong Zita Gladys. Adjudant de l'armée de terre, Tsumu Daniel. Cabinet du secrétaire général du gouvernement. Aide-de-camp, brigadier chef-major Feni Raiko Naïs Lessami. Agent de sécurité, maréchal de logis chef-major Angundu Jonathan. Caporal Fouri Andy Terry Harvey. Ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère. Secrétariat général. Direction générale du budget et des finances publiques. Chargé d'études, Madame Yessa Yohani Kombila Kogou. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
DGCCRF. Directeur général, Madame Élise Emmanuel Ntsam Obam. Ministère de l'Éducation nationale, de l'Instruction civique et de la formation professionnelle. Cabinet du ministre d'État. Directeur de cabinet, Samson de Paul Ella Béan. Secrétaire particulière, Irma Laure Obouya. Conseiller technique du ministre d'État, messieurs Bisselo Niele, Augustin Madouma, Marc Eben Doutoum, Essongue Maganga Steve Lionel, Nyangi Biyoge Chimène, Bitege Binze André, Bisselo Massala Paul Giver, Georges Monjo. Conseiller juridique, Madame Senloku Bikei Yvonne Mariette. Conseiller en communication, Monsieur Jacques Fourier Mangumba Maloulou. Chargé d'études, Laetitia Misandjou Mayaya. Aloïs Ngemanze. Junior Béranger Makoti. Guy Arsène Madinga Kambilol. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Monsieur Wilfried Eyege. Secrétaire de cabinet, David Lionel Irougi Moukani. Amélie Bian Toutoum. Télé Boulomba Mardali. Ondo Teddy Feller. Chef de protocole, Monsieur Hilaire Obam. Chauffeur particulier, Miindou Iris Claude. Aide de camp, adjudant Freddy Roland Nzengue fils. Agent de sécurité, Emma Gatien Romaric Mayogo Ikabonga. Yvon Garcia Ndiku Dibombi. Chargé de mission, Obian-Edou Jean Apôtre Monsieur, Jean-Philippe Nzigou, Ibwanga Brice Presley. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Cabinet du ministre. Aide de camp, sergent-chef Mbama Arnaud. Agent de sécurité, brigadier Ngema Cédric Joé. Organisme sous tutelle. Haute autorité de la communication, AC. Cabinet du président. Directeur de cabinet, Monsieur Bruno Pindi, confirmé. Secrétaire particulière du président, Madame Souleshka Mbina Kondi, épouse Ndong Biam. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Inès Alda Youbi, confirmé. Conseiller en communication, Monsieur Jean-Steve Ndumbeneni, confirmé. Conseiller juridique, Madame Jeanne-Marie Mimbimi Esson, confirmé. Conseiller technique, Mesdames Irmine Marie-Émile Doutsona, Pauline Mavongo, Chantal Victoire Miwanga, confirmé. Messieurs, Jean-Claude Bissabetti, confirmé. Narcisse Eyimenier, confirmé. Chargé d'études, Madame Émilienne Lisa Kunga Moussavou, épouse Bessaï, confirmé. Chargé de mission, Madame Carmen Chandrika Moutinga Mombo, confirmé. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Patrice Bivegebi et toi, confirmé. Service rattaché, service courrier. Chef de service courrier, Madame Nina Sylviane Carmela Louembe. Les agents dont les noms suivent sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine. Mesdames, Thérèse Perpétue Bendom Ngema, Rêve Noëlla Lebaka Mipaka, Monsieur Faustin Letadi, Martinien Letibi. Cabinet du conseiller membre Janvier Ngema Mbumba. Attaché de cabinet, Madame Esther Amour Totorotelmadj, en remplacement de Monsieur Maurice Tsubou. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Secrétariat général, service extérieur. Au commissariat du Gabon au Royaume-Uni, Monsieur Rodolphe Estimé Lekogo.
Ambassade de la République gabonaise près la République algérienne, démocratique et populaire. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Madame Marie-Rosine Mimi Itsana. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Centralisation. Province de l'Ogooué-Maritime. Gouverneur, Madame Françoise Assengon Obam. Département de l'Ekabi-Léolo. Préfet, Monsieur Lionel Ondi Ebounou. Département de Baï-Bricolo. Préfet, Monsieur Gilbert Ngombi. Ministère du pétrole et du gaz. Cabinet du ministre. Conseiller en communication, Madame Marinette Ngonga. Chargé de mission, Monsieur Doubana Arnold Nguema Edou. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Mac Gilles Alogo Alogo. Ministère du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social. Organisme sous tutelle. Pôle national de promotion de l'emploi PNPE. Direction générale, Madame Nadia Assoumou. Ministère des Travaux publics et de la Construction. Cabinet du ministre. Aide-de-camp, adjudant-chef Nguema Owono Éric Zolier. Agent de sécurité, maréchal des logis-chefs Matumba Mungonji Ulrich. Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Sosten Ngokila. Conseiller technique, Mme Yoela Christy Onkenkali. Secrétaire de cabinet, Mme Kounassi Loubongoy. Je vous remercie.